François Bon, 1925-2025, on voyage en arrière, il y a exactement 100 ans, on suit au jour le jour, donc aujourd'hui, le 25 février, on suit quoi? Un petit groupe de jeunes auteurs à New York. Ils se bagarrent, bien, il faut s'imposer, mais il faut aussi travailler sur lui-même, il faut créer en soi les conditions de l'invention, même si chacun commence à avoir fait ses preuves, mais des preuves quand on a 30 ou 35 ans déjà, ça commence à être un petit peu tendu, et c'est cette tension-là qui est fabuleuse, non pas pour Lovecraft lui-même, encore que, puisque c'est l'invention, puisque c'est à qui est réservée l'invention du fantastique, d'Edgar Poe jusqu'à Kafka ou Borges. C'est ça qu'on suit dans les petites cases d'une activité quotidienne où il est question de l'écriture, oui, le temps de l'écriture, le rapport au sommeil, le rapport à l'argent continuel, mais aussi on lit quoi, on discute de quoi, et il y a un acteur de première importance qui est la ville. George Kirk, qui récemment dans une lettre disait à son ami Lucille, resté à Cleveland, non, on n'a pas besoin d'aller au théâtre. La ville entière est un théâtre. Et là, c'est dans cette confrontation de ce petit groupe de bons hommes, même si évidemment le plus documenté c'est notre cher Lovecraft, qu'on va retrouver, nous, quoi? Eh bien, ce qu'on ne comprend pas dans le présent nous angoisse dans le présent. Et pourquoi ce mot angoisse et qu'il soit ici légitime? Eh bien, c'est parce que... Hop là, mon micro qui était de travers. Eh bien, c'est parce que Howard Phillips Lovecraft a toujours fait de la peur le matériau même de son écriture. Alors donc aujourd'hui, le journal du 25 février, pour moi, c'est un rituel. Est-ce que c'est un rituel qui inclut de la fatigue? Ben non, c'est ça qui est miraculeux. Et évidemment, je crois que tu dois te préparer toi-même pour que ce rituel ne soit pas fatigue. D'abord, combiner ça avec les heures de la journée. Bon, là, par exemple, tu vois, ce matin, c'était des factures d'administration, de machin. Wow. Bah, tu dis, je vais faire mon petit Lovecraft. Ouais, mais il y a des moments, il ne faut pas, attention, il ne faut pas que ça arrive jusqu'à la crise. Mais bon, ça va. Après, c'est se dire, c'est comme, vous savez, Gerd Friedrich Hegel qui disait que le temps de lire le journal, et nous c'est ce qu'on fait ici, on lit le New York Times à 100 ans exactement de distance, il dit c'est la prière quotidienne. Alors prière à Lovecraft, prière à l'écriture, bon, j'aime pas ce vocabulaire, mais en attendant c'est rouvrir une porte, et dans cette porte, commencer par le petit carnet. Alors évidemment, j'ai toujours un petit œil sur ce qui va venir, j'ai évidemment la rémanence de tout ce qu'on a déjà traversé, tu te rends compte? On va arriver tout bientôt à la 2e compile mensuelle, et toutes celles et tous ceux là qui ont ouvert le gros PDF janvier, vous savez que ça change encore tout de pouvoir resituer ça dans l'espace d'une fresque à taille de livre, mais cette avancée, cette exploration, c'est au quotidien qu'elle se joue. Alors, ouvrir là les petites notes sibyllines, et puis à partir de là se dire oh là là, mais si je trouve rien, bah oui, mais tu vas aller voir un petit peu les lettres aux vieilles tantes. Là aujourd'hui, on va aller revoir, on va retrouver les lettres à sa fiancée de notre ami George Kirk, et puis le journal. Alors est-ce que le journal c'est une dérive ou non, je dirais que c'est cette... quand tu es au bord de la mer et que tu regardes la surface de la mer, il y a ce clapot, il y a cette rosité, il y a cette variation des couleurs, il y a ces vocabulaires, il y a ces préoccupations qui sont de l'ordre de l'inconscient collectif. Et est-ce que l'œuvre de Lovecraft se nourrit directement de l'ère du temps? Certainement pas. Mais est-ce que le geste littéraire, même celui de Franz Kafka, même celui de Marcel Proust, peut être détaché de ce contexte-là? Certainement pas non plus. Donc,
25 février. On va voir ensemble si on y arrive. Direction Ordi. Alors vous voyez qu'on avance puisque la semaine prochaine, dimanche, on sera le 1er mars. Là, on a presque fini, on aura encore 3 grandes journées après notre 25 et hier on n'avait que 3 lignes, aujourd'hui c'est plus long. Je me lève à midi et il a oublié d'écrire « write ». Pourquoi rajouter que je me suis levé à midi et j'ai écrit? Alors on sait que Lovecraft, il y a beaucoup de correspondances en particulier pour l'association des journalistes amateurs. Et puis, the trunk arrive. Alors là, évidemment, nous, il faut interpréter le trunk. Ben, c'est la malle de Sonia, vous savez, qui est revenue, là, qui a été licenciée de son boulot à Cincinnati. On était allé négocier ça à la Penn Station il y a 2 jours. Et évidemment, pour livrer ses affaires, elle y a passé 4 mois. Eh bien, elle a donné l'adresse de Clinton Street, d'où cette petite remarque qui suit: send out clothes, shoes and laundry. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans une phrase aussi banale? Eh bien que dans cette grande malle, il fallait rapporter à Sonia une partie des vêtements qui y sont, quelques chaussures dont elle a besoin, et le reste le déposer à la laverie. Ça aussi, c'est un mot qui revient régulièrement. Et est-ce qu'on peut en induire là aussi que si Sonia s'était hébergée avec son époux Clinton Street, est-ce qu'il y aurait eu besoin qu'elle récupère? Non. Donc c'est ce genre de phrase aussi qui nous permet là de travailler ce contexte qui est si important, non pas d'une séparation, puisque ça va encore continuer, 1926, 1927, c'est 8 ans ensemble, Sonia et Lovecraft. Mais là, dans ces équilibres, il y a justement ce qui touche de façon plus souterraine à l'équilibre de l'écriture. C'est compliqué, bien sûr c'est compliqué. Regardez Jeanne Duval et Baudelaire. Chairman came. Oh bah alors là, on se retrouve chez nous, vous vous rappelez, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est sa chaise Maurice, cette grosse chaise rembourrée avec un appui-tête et puis des accoudoirs, des trucs pour mettre les pieds. Eh bien, c'est là où il lit. Donc c'est un accessoire essentiel pour lui. Il arrive même de dormir dans sa chaise Maurice et boum, la semaine dernière, ça s'était effondré sous son derrière. Ce Lovecraft qui fait bien ses 75 kilos, nous renseigne-t-il en tête du journal, et il avait déjà porté ses chaises. Alors, bon, évidemment, ceux qui suivent tous les jours, de allez, accélère, touche, avance rapide, d'accord, compris. Eh bien, moi j'avais pensé que le menuisier va récupérer la chaise. Ben non, en fait il revient, c'est-à-dire qu'il a emmené la partie défaillante, celle où les lattes s'étaient effondrées, et aujourd'hui il revient l'installer. Merci menuisier. Et quand même toujours cette idée là de cette confrontation là, de comment ils se parlent. Est-ce qu'on se serre la main? Quelle phrase ce monsieur avec ses phrases en poulet, ce Lovecraft là, s'adresse à cet artisan qu'on imagine peut-être plus trapu avec des grosses mains et sa caisse à outils, qui doit regarder très bizarrement cette chambre toute saturée et des livres mais aussi d'objets, le buste de Milton, tout ça, la machine à écrire, les empilements sur la grosse table avec toute la correspondance. Alors évidemment Kirk appelle, Kirk c'est le voisin du dessus, mais alors quelle heure il peut être? Levé midi, il bouquine, et en fait il allait dire à Kirk que non, aujourd'hui on se voit pas, en tout cas pas pour l'instant, mais il rejoint SH, donc Sonia, au Tiffany, donc ça veut dire on est à Brooklyn, dans la même rue de Clinton Street. Alors est-ce que c'est pour qu'elle puisse reprendre ses vêtements? On ne va pas entrer dans ces détails, de toute façon ce serait de la gamberge inutile, mais à peine donc il retrouve Sonia, son épouse, à la cafétéria. Ce sera là, si on est en fin d'après-midi, donc c'est la première fois qu'il sortira de l'appartement, qu'il se mettra quelque chose dans le ventre, mais c'est ça la relation entre les deux, et à peine ils ont fini qu'il s'en va pour Manhattan, parce que les boys,
donc ce groupe-là, le Kalem Club, se retrouve chez Belknap, Frank Belknap Long, donc dans Manhattan Downtown, et tout le monde est là. Tout le monde, c'est Reinhard Kleiner, George Kirk, Belknap Long et Sam Loveman. Et là, on n'a rien d'autre. Home via Bickford, enfin, non, c'est bien Bickford qui est écrit. Donc, on passe avec Kirk, on remonte jusqu'à la chambre de Loveman, bien précisé avec Kirk, mais ensuite on rentre. Et bien nous, c'est là qu'on va aller voir George Kirk. Là, je passe à mon petit PDF. Qu'est-ce qu'il nous raconte, George Kirk? Alors, vous savez que les lettres à Kirk, donc c'est une compilation, c'est pas une intégrale. Esti aussi a participé, mais ça a été édité avec la fille de George Kirk, Mara Kirk Hart, et on a quand même un outil. On ne va pas faire la fine gueule d'avoir ça, puisque tout d'un coup, il y a quelque chose de si vivant qui émerge, mais on prend ce qu'on trouve. Alors, pour le 25 février, alors vous savez que donc, je répète encore là aussi, je recontextualise, Kirk est venu à New York pour monter une librairie d'occasion, métier qu'il exerçait déjà à Cleveland, et tous les jours, il écrit donc à Lucille, sa fiancée. Alors, 25 février, voici. Et je pense que pour moi, c'est important parce que, d'abord, il parle très peu de Lovecraft. Apparemment, Lucille et Lovecraft, ça n'a pas matché, comme on dirait aujourd'hui, dans la langue quotidienne. Et puis, il y a toujours cette volonté de dire « je suis à New York ». Et je travaille, je fais ce que je peux. Alors, il y a les copains qui m'embêtent un peu, il y a la joie quand même d'avoir ces copains-là, mais ma vie, c'est toi et moi. Donc il faut toujours avoir ce petit filtre, ce petit spectre concernant là ce que dit George Kirk. Mais par exemple, à quoi il travaille. Donc lui aussi écrit. Alors, 25 février. Mais j'ai pris 25 et 26, pourquoi ? Eh bien, parce que le 25 février, c'est ce qu'il écrit dans la journée, vous voyez, comme Kirk Cold. Eh bien, là, c'est ce qu'il écrit quand Lovecraft lui dit « Non, je sors pas parce que je retrouve Sonia le soir. » Mais le 26 février, demain, il va raconter ce qu'ils ont fait ce soir-là. Et ce qu'ils ont fait ce soir-là, c'est quand, avec les boys, on était chez les Belknap. Alors, 25 février. Mais tu sais vraiment ce que c'est d'être fatigué? Si je te disais combien de temps, si régulièrement j'ai travaillé, jamais plus de 5 heures de sommeil sur les 24, et assez souvent zéro heure de sommeil. Si je m'habille un jour et que je dois être habillé le lendemain, pourquoi je me donnerais la peine d'enlever mes vêtements? N'est-ce pas une vie horrible? Alors on aura les petits détails, par exemple, régulièrement, quand Sonia revient à New York, eh ben, la veille, Lovecraft va prendre une douche. La douche, si tu vas dans un établissement de bain, the shower, c'est encore une invention en 1924 qui est réservée aux établissements publics et pas même dans le Times. On n'a pas du tout de publicité pour installer une douche chez soi. Non, ça se... alors, André, je ne vais pas me déshabiller s'il faut que je me rhabille demain matin puis que je m'endors. Mais oui, mais on l'a vu par exemple avant-hier. Ils sont revenus encore à 2h ou 3h du mat. Lovecraft s'est mis là non, pas la Morris Chair, elle est cassée, mais il s'est mis à sa table pour lire, ou dans le rocker, cette chaise à bascule, pour revenir à son livre là sur la Nouvelle-Angleterre, le livre de Clifton Johnson probablement, puisqu'il l'a acheté il n'y a pas si longtemps, et il note Kirk s'est endormi peut-être que le Kirk s'était posé sur le canapé. Vous savez que d'autres fois c'est Kleiner qui s'héberge chez Kirk. Alors Kirk, où est-ce qu'il va dormir si Kleiner dort chez... Bon, allez. Mais des fois tu te dis que quand même c'est bien de changer de vêtements, ne serait-ce que pour l'odeur. Mais bon, on va pas rentrer dans ces choses-là. Alors, 26 février, j'ai commencé à lire Addison et Steele. Et ça, c'est précieux. Parce que Addison et Steele, en fait, c'est deux amis.
Richard Steele, 1672-1729, et Joseph Addison, il est né aussi en 1672, lui est mort un petit peu plus tôt en 1719, donc on est au tout début du XVIIIe siècle, mais c'est comme Saint-Simon, vous savez, on est pile là, d'ailleurs, non, Saint-Simon il meurt en 1742, mais Saint-Simon, est-ce qu'on le classe dans les auteurs du XVIIIe? Mais s'il parle tellement là, de la cour de Louis XIV, est-ce qu'il est encore dans l'optique culturelle du XVIIe? Ça, c'est pas... Il n'y a que les universités que ça arrange là, de saucissonner en tranches de jambon par siècle. C'est leur problème, c'est pas le nôtre, mais en tout cas, cette période-là, pour la bascule, l'émergence de la langue anglaise au XVIIe siècle, on va voir aussi avec le manuel de pêcheur à la ligne bientôt, et cette mutation là, qui fait que Lovecraft se revendique d'écrire dans la langue du XVIIIe, eh bien, ce qui est aussi d'intéressant, c'est que Sir Richard Steele, qui était par ailleurs juriste, Sir Richard Steele à la fin de sa vie, et Joseph Addison ont fabriqué un magazine qui s'appelle The Spectator. Alors, c'est-à-dire, on s'établit aussi dans la publication de est-ce que c'est critique? Non, c'est pas ça. C'est l'idée du magazine, de la publication régulière, et comment ça vous établit d'une façon différente dans l'écriture que dans la seule optique du livre. Alors évidemment, on ne va pas surcharger ces choses-là, mais quand il dit « je vais commencer Addison et Steele », eux qui publient dans des petits journaux mensuels comme Weird Tales, et justement cette notion de magazine, eh bien découvrir que dès le début du XVIIIe siècle, ça pouvait être un ancrage fort dans la tradition littéraire anglaise. Et ça, vous voyez, c'est ces toutes petites pistes de rien. Je pense que c'est là, alors ça peut être frustrant, il y en a plein, là je suis les groupes Lovecraftiens, oh ils parlent pas beaucoup de moi, hein, moi c'est pas grave, salut les copains, on est toujours gentils, mais ouais c'est pas tout à fait l'idée du Lovecraft habituel, non, nous on fait un autre taf, vous êtes bienvenus quand même, mais suivez, c'est quand même, c'est-à-dire refuser ce Lovecraft-là, c'est refuser tout le reste. Alors, Addison et Steele, The Spectator, hier soir nous avions fête. Et George Kirk emploie le mot fête. Que Lovecraft ici n'utilise pas le mot fête. Alors c'est quoi la fête? La fête, on a lu de la poésie. Lovecraft insiste, tout le monde était présent. C'est militaire. All present. Eh bien, lui, HPL, SL, HK et Belknap étaient là. Donc, effectivement, tout le monde était là. Et nous avons lu. Hier soir, nous avons eu fête de lecture de poésie. On se retrouve à 5 pour lire de la poésie à voix haute. Alors, ça vous gêne que Lovecraft, le grand inventeur de récits fantastiques, ça s'élabore ici? Eh bien, tant pis. Moi, je continue ma trace. Mais je ne suis pas tout seul. Et on y gagne à ce travail-là. On y gagne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont lu? Shelley? Keats. Vous savez que récemment, et ça va revenir. Keats, là, Lovecraft, c'est du Keats qu'il a lu. Forcément. La mèche de cheveux de Keats. Woodworth. Maynard, je ne connais pas. Davidson, je ne connais pas. Goss, je ne connais pas. Griffiths, je ne connais pas. Hardy, je ne connais pas. Yeats, Masefield, les sonnets de Shakespeare. Ah ouais. F.G. Halleck, je connais pas. Landor, David Gray, je connais pas. Bedlott, je connais pas. Tu vois, j'avoue bien franchement que j'en connais si peu. Et par contre, Swinburne. Allez, Swinburne, qui est-ce qu'il a lu? George Kirk. Vous vous rappelez quand on a croisé Swinburne il n'y a pas si longtemps, avec Maupassant qui racontait sa visite chez Swinburne avec le petit singe à qui tu tripotes les bababa. Et nous avons continué jusqu'à 3h30 ce matin. Et là, Lovecraft se garde bien de noter les heures. G.D., vous savez, c'est Goddamn, donc c'est Kirk qui parle de lui. G.D. n'a pas arrêté depuis ce matin. Il est si fatigué, il est si fatigué. Voilà, mais enfin, c'est la tonalité. Ensuite, donc, je reprends un petit peu là, les questions que pose là, ce rapport Sonia et Lovecraft. Et un petit tour dans le New York Times, si vous voulez bien. Le temps passe vite dans ces vidéos et c'est un rituel.
Mais tu mets en place un rituel pour que toi, là, dans ce petit moment, il y ait cette suspension et, j'allais dire, cette grâce. Et la grâce, c'est quoi? Elle est pour toi ou par le fait de s'adresser? Ben, j'ose le dire aujourd'hui, là, au moment où arrive la deuxième compile mensuelle, j'ose le dire vraiment comme un merci. Et puis rejoignez-nous, bon sang, c'est si simple. Alors, allons voir le New York Times. Donc on est bien effectivement le 25 février 1925 et on a tout de suite la une. Et c'est l'article que j'ai traduit comme chaque fois dans la partie rituelle. Il y a prendre un article et se dire si l'exercice on le fera 370 fois puisqu'on termine le 6 janvier 2026, le jour anniversaire, 6 janvier 1926, Lovecraft s'en repartira à Providence. Eh bien, ces 370 petits timbres-poste, est-ce que ça peut se mettre à vibrer parce qu'on les aura rassemblés? Il y a un très long article qui fait toute la hauteur de la colonne de droite, là, de la une du Times. Publishers plans on censorship to purify books. C'est-à-dire qu'il y a une censure d'État. Cette censure d'État, pour l'affronter, est-ce que les éditeurs peuvent anticiper, c'est-à-dire garantir à l'État qu'ils gèrent eux-mêmes une pré-censure de ce qu'ils publient pour rendre, en gros, inutile le geste, la censure qui, elle, légifère. Et cet article, ce qui est fabuleux, n'exagérons pas, mais à le traduire, c'est voilà, c'est ici, oui, c'est quand même assez long, mais c'est bon, mais les éditeurs préparent leur propre censure pour purifier le livre. Purifier, ouais, c'est le mot qu'ils utilisent. Ils dénoncent les restrictions par les États. C'est-à-dire, censurer soi-même, c'est dire aux États, puisque les lois ne sont pas fédérales, elles sont prises selon les différents États, comme toujours aujourd'hui, par exemple, la peine de mort, comme toujours aujourd'hui, l'avortement. Eh bien, si on garantit une espèce de pré-censure, et là, évidemment, ce sont des contradictions qui sont insolubles. C'est juste à se remémorer depuis 1 an en France, avec BD en Angoulême ou un truc, on a au moins 5 affaires de cet ordre-là. Attendez, encore. Je peux le faire. Hein, oui, il s'agit de quoi? Déjà été appelé plusieurs fois. Vous m'avez appelé plusieurs fois? Je vous contacte uniquement parce que vous me contactez de quoi? Excusez-moi, on se connaît? Excusez-moi, je vous connais? On peut regarder ça ensemble. Je voudrais... Alors, vous êtes qui, madame? Vous êtes qui, madame? Vous pouvez me donner votre code postal? Non, je voudrais que vous me donniez votre nom. Si on s'est déjà parlé, vous me dites que vous m'avez appelé déjà. Je travaille à la Maison de l'Habitat. On est une agence pour le compte de différents fournisseurs. Et vous appelez comment, madame? Vous vous appelez comment? Je travaille à la Maison de l'Habitat. Oui, mais vous vous appelez comment, madame? Si vous dites qu'on s'est déjà parlé. Code postal, s'il vous plaît. Vous vous appelez comment, madame? J'en ai besoin car ça détermine quelles aides... Ben moi, j'ai besoin de savoir pourquoi vous m'appelez et qui vous êtes. Vous avez eu mon numéro comment, madame? Le bien de propriétaire d'une maison individuelle. Vous vous appelez comment, madame? Je travaille à la Maison de Vous vous appelez comment, madame? Pour le compte de différents fournisseurs d'énergie. 4 fois par jour. 4 fois par jour. Mais quelle plaie! Mais quelle plaie! Quelle insulte permanente! Oh, fini. Bon, alors, je reviens à ça. Regardez la fin, par exemple. Mais ça mérite vraiment la lecture. Par exemple, un éditeur qui dit « Je vends Aristophane, pas seulement en grec original, mais en traduction anglaise. Aristophane tomberait sous le coup de la loi. L'importation de Shakespeare serait un délit criminel. Le droit qu'a le public d'accéder à la littérature classique et aux œuvres proposées par les éditeurs... Le droit qu'a le public d'accéder à la littérature classique et aux œuvres proposées par les éditeurs ou libraires ne doit pas être à la merci d'un jury ou du café du commerce.
La censure n'a jamais réussi à porter atteinte à ce qu'elle dénonce. Elle ne fait qu'augmenter les ventes des livres qu'elle attaque. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression qu'un talent démoniaque et superhumain essaye d'extraire sans douleur une dent à la loi. Voilà pourquoi cet article, moi, m'a plu beaucoup. Alors, dans le New York Times, retour. Donc ça, c'est cet article-là que j'ai traduit. Il y a aussi celui-ci. 3 morts, 32 blessés dans un accident de train à Jersey Meadows. Alors, Jersey Meadows, c'est, disons, le sud de New York, c'est à quelques kilomètres, donc dans le New Jersey, mais c'est une zone là de marécage, etc. Mais c'est un endroit que nomme Manhattan Transfer, et quel plaisir de voir apparaître cette expression, Manhattan Transfer. C'est un train qui vient de Philadelphie, qui remonte, là, donc la ligne atlantique, et qui, dans un aiguillage, va percuter un train qui, lui, est d'une autre ligne justement du New Jersey, mais donc tous les deux convergeant vers New York. Et le wagon-restaurant, souvenez-vous, dans combien de films on voit ces scènes de wagon-restaurant, c'est justement la voiture qui est à l'arrière. Les deux conducteurs du train qui va percuter vont sauter. Ils vont sauter, mais ce sera trop tard. On va les retrouver décapités. Oui, c'est comme ça. Et il y a aussi, on est dans un fait divers, mais dans le fait divers, il y a quelque chose qui va être, qui pour moi, c'est aussi fait partie de ce boulot. Negro cook crushed to death has shouts a warning. C'est-à-dire que c'est le wagon-restaurant là qui va être enfoncé par le train, l'a lancé à toute allure et par ses erreurs d'aiguillage. Là, ils ne savent rien encore des responsabilités. Et le garçon cuisinier, c'est-à-dire le type qui est en train de faire la plonge, là, tout à la queue de train, on peut même imaginer les casseroles là, qui versent directement sur la voie avec l'eau sale, et crie au « fuyez, partez !» Eh bien, ce brave type, on va mettre 6 heures pour le retrouver dans la ferraille, broyé. Et quel hommage, puisqu'il aura dit, il aurait eu le temps de dire, mais partez, partez. 3 morts, 32 blessés. S'il n'avait pas fait ça, il y en aurait combien de morts? Eh bien, Negro Cook. No comment. Un beau suicide à Palm Beach, près de Mar-a-Lago. Cette brave dame qui se jette dans la mer, elle était malade en plein anniversaire de Washington. Et puis finalement, eh ben, elle panique, elle crie. Ben ouais, mais elle avait bien organisé pour son suicide, personne ne vient à son secours. Eh bien voilà, c'était avec... merci, la plaie française, là,